Bonjour Abdelaziz, rebonjour. Rebonjour Théophile. Alors donc, parlons du phénomène, si on peut dire, et Abel Elimbi Lobé, l'homme qui est parvenu à faire le buzz ces derniers jours. Qui est-il cet Abel Elimbi Lobé? Si tu devais faire l'archéologie du personnage, que dirais-tu? Alors, je pense qu'on a, dans la présentation que tu as faite de ce personnage politique, il y a son passé d'ancien militant SDF, sa présence quasi régulière continue sur des plateaux dominicaux, enfin, ce qu'on appelle les débats du dimanche au Cameroun. Il a une résidence aujourd'hui dans ces plateaux du dimanche, c'est sur la chaîne Info TV, parce que François, de manière régulière, comme ça, il était un tout petit peu, c'était une des pérégrinations médiatiques sur un certain nombre de plateaux. C'était le dimanche sur RTV, c'était sur Canal 2, c'était sur Equinox Télévision, qui est désormais banni de lui, puisque, et je veux dire le mot, il faut oser le mot, il y a chez Elimbi Lobé une triple chose. La première, c'est qu'il y a une banniphobie qui est assumée, parce que dans le tribalisme au Cameroun, moi je pense qu'il faut utiliser à un moment le langage de la vérité. Je ne dirais pas simplement être cash comme Elimbi Lobé. On n'a pas besoin de brailler, de crier ou bien d'éructer sur les plateaux pour pouvoir dire les choses. Je pense que le sieur Elimbi Lobé l'a dit, il a exprimé sa haine de manière ostensible, sa haine viscérale vis-à-vis du peuple bamileke de manière générale, et en particulier un certain nombre de figures qu'il adosse effectivement à cette communauté-là. Je hais, je hais, je hais. Et c'est souvent après la lecture d'un verset biblique. Vous me direz que les intégristes catholiques en France sont dans l'extrême droite, pure et dure. Une Marion Maréchal Le Pen va citer un verset de la Bible, mais surtout faire la chasse aux migrants. Ça s'est vu. Et donc il y a ce dédoublement fonctionnel entre la parole religieuse qu'on porte, qui est censée être une parole universalisante, fraternelle, etc., etc. Mais on s'est rendu compte que l'instrument aujourd'hui, l'instrumentalisation à la fois de l'ethnie mais aussi de la religion, sert des causes qui sont parfois nauséabondes. Et deuxièmement, justement, puisque je parlais tout à l'heure de la question de la bamiphobie, parce que c'est assumé, si c'était une question comme ça, échevelée, ou tout simplement qui était sortie du chapeau, je pense que l'une des qualités, entre guillemets, c'est paradoxal que ce que je veux dire, qu'on peut prêter à M. Lobé aujourd'hui, c'est qu'il dit clairement les choses. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les Bamileke et il le fait savoir. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose, je pense que ce n'est pas un raccourci ou dans la saisie de la complexité de la situation ou du personnage que je fais. Parce qu'il y a un élément personnel de cela. Il y a le fait qu'il a été militant SDF. Il a postulé Social Democratic Front, qui est un parti qui a été très populaire entre 1990, date de sa création justement, sa création houleuse, qui était douloureuse, puisque ce jour-là, à Bamenda, il y a 6 morts, c'est le 26 mai 90, quand John Frundi et ceux qui sont les Founding Fathers de ce parti ont lancé ce mouvement politique-là, jusqu'au milieu des années 2010, où le SDF faisait entre 30 et entre 15 et 30% des suffrages de manière régulière aux élections, que ce soit les élections locales, législatives, municipales, ou que ce soit à la présidentielle, dont le point culminant a été celle de 92, où John Frundi a clairement gagné l'élection, mais l'élection a été attribuée à Paul Biya, comme en 2018, comme en 2025, comme ça a été le cas pour Issa Tiroma et pour Maurice Kamto. Bref, Elimbi Lobé vient donc de cette écurie politique-là. Au sein du Social Democratic Front, il avait déjà essayé de mobiliser les cadres d'Issawa. Les Sawa, c'est une composante de la population du littoral du Cameroun. Les Sawa sont aux côtés des Bassa ou aux côtés des Banen, des populations qui habitent de façon très ancienne cet espace qui est simplement caractérisé sur le plan géographique par la présence sur la côte. Donc ce sont les côtiers. Donc ça va généralement de ce qu'on appelle de Campo à Manfé, mais c'est une question qui est discutable pour certains historiens, qui est discutable pour certains politologues, parce que effectivement il y a une grande aire culturelle qui est dite Sawa, mais avec des disparités énormes. Mais le camp, concernant Elimbi Lobé, cette sawanité, si vous me permettez l'expression, va se réduire à la question du littoral. Et au-delà de la sawanité, il va donc appliquer
à ce terme-là pour rallier un certain nombre d'esprits réactionnaires irrédentistes, il va appliquer le terme littoralien. C'est-à-dire qu'on va sortir du Sawa qui est identitaire, qui est le Douala, qui est le Pongo, qui est le Malimba, etc. Donc ceux qui sont de souche historique ancestrale liées, en fait, des gens qui ont fait une migration à partir du Congo, donc de la ville de Matadi dans l'équateur au Congo, qui sont remontés progressivement Gabon, Congo, Brazzaville, jusqu'au littoral du Cameroun actuel, où, ça c'est un tout petit peu à la fois l'épopée qui était racontée par les populations locales, que ce soit les Bassa, ce qu'on appelle les Bakoko et les Douala, qui ont été accueillis par un certain nombre de populations, en l'occurrence les Bakoko et les Bassa, donc sur les rives du Vouri. Et donc ces populations-là se sont installées sur ces terres-là, et effectivement de manière comme ça éparse et en continu sur l'ensemble de cette partie qui est proche de la côte mais aussi des montagnes du Mungo. Donc on a des populations qui ont une certaine ancestralité, une certaine fraternité, qui sont liées par des familles. Vous avez les Bankon, ce qu'on appelle les Abor, vous avez les Pongo, Songo, vous avez les Mbo, ce qu'on appelle les Songo, qui sont dans le Mungo. Donc bref, Elimbi Lobé, c'est quelqu'un qui a un tout petit peu essayé d'instrumentaliser cette question-là, de se dire politiquement au sein du SDF, est-ce que ces populations qui sont originaires de cette ère culturelle pouvaient peser dans le Social Democratic Front. Il y avait Mukuri Moulema, il y avait Léolin Diakwa, qui étaient les responsables du SDF, mais qui n'ont pas marché là-dedans. Certains se sont fait élire comme députés, comme maire de Douala Ier comme Léolin Diakwa, mais Elimbi Lobé, lui, il est resté conseiller municipal. Il avait des ambitions, mais son ambition se heurtait à l'implantation politique d'un certain nombre de figures qui se trouvaient être des figures dites allogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas originaires du littoral, qui ne sont pas Sawa, en l'occurrence. Qui sont nés dans le littoral, mais dont les parents ou les grands-parents. Voilà, donc Jean-Michel Nietzsche. Les gens qui ne sont pas camerounais. Voilà, parce que c'est très important de le dire ainsi, parce que Jean-Michel Nietzsche, comme d'autres, ce sont comme moi je suis né à Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, à Angola, dans un quartier à Tinga, proche de la briqueterie. C'est-à-dire que vous naissez, vous grandissez dans un espace camerounais comme citoyen. Et quand vous avez votre majorité, vous vous impliquez en politique, on vous renvoie à Fumbad. C'est-à-dire qu'on vous renvoie à votre village d'origine, au village d'origine d'où sont venus vos parents pour s'installer à Yaoundé, ou vos grands-parents. Et c'est ce qui s'applique désormais, et pour faire le lien avec Elimbi Lobé, à ceux qui sont dans le Mungo, très précisément. Le Mungo, c'est une terre très intéressante de ce point de vue. Le Mungo, c'est quoi? Ce sont les hautes terres de la partie littorale du Cameroun, où il y a les terres volcaniques, le mont Coupé, le mont Manengouba, qui étaient très fertiles. Et il y avait les fermes de rois, donc des Nyaassam, qui étaient des Nyaassam Sawa, donc des Douala, qui venaient exploiter effectivement ces terres-là. Ça, c'est avant la période coloniale allemande, la période coloniale française, la période coloniale anglaise. Dans la période entre la période de l'esclavage et la période coloniale. Absolument. Il y avait donc des populations qui venaient de l'Ouest Cameroun, qui cultivaient, qui entretenaient des fermes pour les rois et les chefs traditionnels, voilà, etc. Donc d'ailleurs, il y a un quartier à Douala qu'on appelle le quartier Bali. Bali, ce sont des gens de Balinyonga, effectivement, qui venaient du nord-ouest Cameroun pour le service des Nyaassam, donc des chefs traditionnels qui étaient Douala. Et vous avez des populations d'implantation très anciennes, qui sont des Babileke, comme on les appelle. D'ailleurs, en pays Douala, donc la ville de Douala à Bonanjo, il y a un immeuble, celui de Mandé Sibel. Mandé Sibel, c'était justement quelqu'un qui était considéré comme un serf de Nyaassam Douala, dans le Mungo, qui s'est enrichi par son génie, par son travail, son ardeur, et qui a pu effectivement se constituer une fortune. Et il est donc devenu un Douala assimilé, ce qu'on appelle Mandé Sibel. Mandé Sibel, comme beaucoup d'autres Camerounais. Mandé Sibel, comme beaucoup d'autres qui venaient donc de cette ère culturelle qu'on appelle l'Ouest Cameroun, c'est-à-dire que l'ère Grassfield. Donc ils ont travaillé, et puis vient donc la période coloniale allemande. Non, mais en fait, c'est important tout ce que tu dis, parce que ces échanges entre les populations n'ont pas commencé quand le Cameroun s'est constitué en tant qu'État avec l'arrivée en tant que colonie allemande, ça existe avant. Oui. Et il faut aussi savoir que des plantations exploitées par ces Douala, Sawa,
qu'il y avait des serres ont été faites dans la continuité de l'esclavage transatlantique et de l'esclavage également qui avait pour destination des plantations de palmiers à huile au Nigeria et même certains au Cameroun. C'est important de montrer voilà, la progression. Oui, c'est pourtant. On a regardé un documentaire de la chaîne Arte où il y a un Valère Épée, qui est un patriarche Sawa, et Belewe, comme on l'appelle là-bas, qui avait demandé pardon. Pardon au nom de ses ancêtres qui avaient été impliqués dans le trafic. Donc, c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Parce que c'était Issoubu, c'était Bimbia, donc sur la côte camerounaise. Je pense que Bimbia est reconnu aujourd'hui comme étant un des ports de grand départ de populations noires africaines des côtes de l'Afrique vers les Amériques, vers les Caraïbes, vers le Brésil, vers les États-Unis. D'ailleurs, un certain nombre d'Américains aujourd'hui qui font leur test ADN les renvoient à leur ticarité, à leur bamiliqué au niveau du Cameroun. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est d'ailleurs pour ça que Valère Épée avait demandé pardon, parce qu'il y avait des intermédiaires sur la côte qui étaient ceux qui allaient braconner avec les Portugais, avec les Anglais, avec les Espagnols, avec les Français, qui allaient braconner sur les terres, les hautes terres de l'Ouest Cameroun et les terres du Mongo, qui prenaient les populations là-bas pour les amener sur la côte. Les terres du Mbam. Et même les terres du Mbam, pour les amener sur la côte. D'ailleurs, c'est pour ça que Valère Épée l'a fait. Donc, effectivement. Donc, je voulais dire que... C'est important ce que tu dis parce que tout le monde ne partait pas. Donc, dès la période esclavagiste, il y a des gens qui sont des Grassfield qui débarquent à Douala, en fait, qui ne continuent pas le voyage. Absolument. Et donc, aujourd'hui, même une poule n'y reconnaîtrait pas ses petits. Si on va vraiment dans l'histoire et dans l'ADN, il y a des gens qui se disent aujourd'hui autochtones, en fait, qui sont déjà des immigrés de cette période. De cette période. D'ailleurs, le brassage... Immigrés, déplacés. Oui, d'ailleurs, le brassage qu'il y a dans la ville de Douala, vous voyez des quartiers comme Koumassi, ce sont une implantation ghanéenne ancienne, sierra-léonaise, les Kriots. Les Kriots, ce sont des Sierra-Léonais. Vous savez, les Sierra-Léonais, c'est comme les Libériens. Les Libériens, ce sont d'anciens esclaves, donc des affranchis, qui ont créé des sortes d'États sur le continent africain par la grâce d'un certain nombre de sociétés anti-esclavagistes ou abolitionnistes européennes qui ont permis effectivement qu'ils puissent venir sur le continent africain. Donc il y a une partie de ces Sierra-Léonais, les Kriots, qui sont venus s'installer au niveau de Douala au Cameroun. D'ailleurs, celui qui a introduit le football au Cameroun, c'est un Sierra-Léonais Kriot qui est Joseph Goethe, qui a introduit le football au Cameroun. Donc c'était une part de l'histoire et c'était dans le chaudron de Douala, comme Koumassi, comme Bali. Donc ces brassages se faisaient. Ces brassages ne se sont pas faits de façon absolument anodine. Elles se sont faites par, d'une part, les migrations intérieures qui sont très anciennes, deuxièmement, celles qui sont causées par la traite et donc le commerce triangulaire, et troisièmement, les migrations de la période coloniale, et quatrièmement, il y a eu des opérations d'État. Par exemple, l'opération Konjok, à Konjok, qui était une coopération de la Société de développement du CAM, qui a fait venir des populations du CAM, donc du Haut-Cam, donc de Bafan, là-bas pour venir travailler sur des terres dans le département du littoral, donc en Konjok, justement pour développer l'agriculture dans ces zones-là. Et c'est une opération d'État. Ce que je dis aujourd'hui est absolument vérifiable. Donc, vous avez donc une implantation de populations anciennes sur des territoires. Et il y a des enjeux économiques, des enjeux agraires, des enjeux fonciers, où la possession de la terre est un capital. Et de manière progressive, les chefs, donc les Nya-Assam, Douala, donc Sawa, se sont retirés donc, de ces plantations du Mongo, remplacés par les firmes allemandes, les sociétés allemandes, les sociétés grecques, les sociétés libanaises, les sociétés françaises, les sociétés anglaises qui exploitaient ces lieux-là, et aussi par des populations qui venaient donc de l'Ouest Cameroun, qui étaient implantées de façon ancienne là, dans cette partie du Cameroun, et qui se sont mis à exploiter des terres dont les enfants sont nés là, l'implantation devenant effectivement ancienne. Donc il y a une coexistence, une cohabitation et surtout un brassage des populations. Et il y a des moments dans la vie politique camerounaise où on instrumentalise donc le fait de l'autochtonie ou de l'allogénie. Justement, on a l'impression que déjà, tout ton développement a montré que ces histoires d'autochtonie et d'allogénie, c'est plus compliqué que ça. Absolument. En fait. Absolument. C'est simple si on fait comme si l'histoire commençait au XXe siècle, en réalité, même après l'indépendance. On a l'impression que depuis les années 90, quand le pouvoir est mis en difficulté, ce type de phénomène autochtone allogène survient, soit à Douala, soit ailleurs au Cameroun. Et on se demande, est-ce que ce n'est pas orchestré tout simplement par le pouvoir ? Alors, le pouvoir y a bénéficié parce qu'à un moment, on avait, vous savez, il y a eu un certain nombre de personnages
politiques, de personnages intellectuels, de personnages universitaires qui ont été instrumentalisés de ce point de vue-là. Il y a eu des débats entre Mono Njana et Sonju Pokam sur la question de l'ethnofascisme, où on accusait à la fois les Bamileke d'une sorte d'expansionnisme qui avait donc une portée politique, puisqu'eux aussi voulaient avoir leur part au pouvoir. Il y avait un certain nombre d'intellectuels de l'ère dite Fambeti qui, pour eux, il fallait absolument maintenir le président Paul Biya au pouvoir pour conserver une sorte de droit exclusif à l'usage, au pouvoir, de ce point de vue. Donc, il y a une instrumentalisation. Et cela a été consacré dans la Constitution par le terme autochtone et allogène, dans la Constitution de 1996. Je rappelle que la Constitution de 1996 a résulté d'un processus de transaction politique, puisque quand on convoque la conférence tripartite, donc en 1990, en 91, autant pour moi, c'était pour régler la situation politique explosive qui résultait des années de Braise, 90-91. Il y a eu un vent de l'Est qui a soufflé sur le Cameroun comme d'autres pays. Il y a eu les affaires Anissé et Kane, Yondo Black, qui ont fait que des gens qui voulaient créer des partis politiques ont été emprisonnés. Les lettres de Monga Ndjawe, où des gens étaient emprisonnés parce qu'ils revendiquaient le multipartisme et la démocratie. Et alors, pour régler le problème, le président Biya a convoqué une conférence tripartite. Il ne voulait pas de la conférence nationale. Le président Biya a convoqué une conférence tripartite avec à l'ordre du jour 2 éléments: le code médiatique et le code électoral. Et c'est au cours de la conférence tripartite qu'un certain nombre de partis ont dit non. Il fallait introduire 2 choses, la question de la révision constitutionnelle et la question du fédéralisme. La question du fédéralisme était portée par un certain nombre de personnes venant de l'ère anglophone, donc des Camerounais d'expression anglophone, qui, à la faveur du All Anglophone Conference, avaient effectivement formulé un certain nombre de revendications pour le retour au fédéralisme, lutter contre la marginalisation dont ils se disaient victimes et aussi rétablir effectivement le plein droit des populations de cette partie-là à l'exercice et à la participation au pouvoir. Et donc le Premier ministre de l'époque, Sadou Ayatou, contre vents et marées, après les pressions donc de l'opposition, a accepté d'introduire la question de la révision constitutionnelle, excluant celle du fédéralisme. Et donc, quand il y a eu cette résolution de la tripartite, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le comité OONA. Le comité OONA qui a présenté une constitution dans laquelle ne figurait pas la question de l'autochtonie, dans laquelle ne figurait pas la question de l'allogénie. C'est au fur et à mesure, dans le cadre du comité constitutif constitutionnel qui était présidé par le Premier ministre Achidi Achou, qui a rendu sa copie en décembre 1995 et dont le projet a été présenté en janvier 1996 à l'Assemblée nationale, qu'est apparu comme dans un chapeau la question de l'autochtonie et de l'allogénie. Et ça résultait des débats de 90, parce qu'on ne voulait pas, et c'était une intention qui était à peine cachée, que ceux qui étaient estimés dans la population, les recensements au Cameroun, c'est ceux de 76, où les Camerounais étaient 7 millions, ce sont les recensements de 87, où les Camerounais étaient 11 millions, et dans ces recensements-là, vous avez, dans la période coloniale, on marquait souvent la race ou l'ethnie. Dans les recensements, on demandait aux uns aux autres de quelle ère culturelle du Cameroun ils venaient. Donc, l'ère culturelle, voilà, vous voyez Bamileke, vous voyez des populations, et on craignait une invasion démographique d'un certain nombre de populations, dont les Bamileke, qui étaient installées de façon éparse sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones critiques comme le littoral, le centre du Cameroun. Eh bien, on craignait effectivement qu'à terme, que les Bamileke aient l'essentiel des pouvoirs locaux, l'essentiel de la représentation. Donc, il y avait déjà ce vice-là qui contredisait la lettre du bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'il y a un bloc de constitutionnalité qui est celui de la Constitution du 18 janvier 1996, qui fait que le Camerounais peut s'installer partout chez lui. Et c'est normal. Vous pouvez pas sinon, il n'y a plus de nation. Oui, sinon, il n'y a plus de nation. Vous ne pouvez pas avoir un pays où, de façon parcellaire, comme ça, on vous dit, ici, vous êtes chez vous, là, vous n'êtes pas chez vous. Le chez vous a deux connotations. Il y a le chez-soi parce qu'on est propriétaire de sa maison, et il y a le chez-soi parce que c'est votre pays. Et il y a le chez-soi nation. Le chez-soi nation, c'est comme la France qui a adopté une dimension non ethnique de sa nation, dit partout où on est en France, en Corse, en Auvergne, dans le Pays Basque, on est chez soi en France. Quand vous voulez acheter un appartement, une maison dans le Pays Basque, on ne vous dit pas que vous êtes auvergnat, on ne vous dit pas que vous êtes francilien, mais tout simplement, vous pouvez acheter votre résidence, votre maison, partout où vous êtes sur le territoire français. Et donc, c'est cette conception qu'avait le Cameroun finalement.
Or, il y a une complexité camerounaise qui fait qu'on veut greffer la question autochtone, la question identitaire à la question de la citoyenneté. Et donc, ce qui devait être une exception pour rééquilibrer un certain nombre de choses devient la règle pour des personnages comme Elimbi Lobé. Autrement dit, si vous êtes Bamoun, si vous êtes Bamileke, si vous êtes Tikar, si vous êtes Aoussa, si vous êtes Peul, si vous êtes Arabe Choua, si vous êtes Moundan, si vous êtes Tupuri, Gisga, Adouala, vous êtes né là, vous avez grandi là, vous n'avez pas voix au chapitre. Vous ne pouvez pas vous faire élire, mais c'est complètement délirant. Et d'ailleurs, je pense que les Camerounais doivent se pouvoir devant les juridictions pour condamner cela. Pourquoi? Parce qu'on ampute la citoyenneté au nom d'une certaine question de la représentation. La représentation... C'est la race, quasiment. Absolument, absolument. Les exceptions au Cameroun sont de deux ordres. Il y a l'équilibre régional. L'équilibre régional qui permettait d'équilibrer parce que sous la colonisation, il y avait des populations qui n'étaient pas assez représentées. Historiquement désavantagées. Désavantagées, etc. Et puis maintenant, d'un autre côté, il y a des populations qui devaient rattraper le retard, donc l'équilibre régional. Maintenant aussi, il y a des formes de correction parce qu'il faudrait être représenté, c'est très important. Mais il ne faudrait pas que cela devienne la règle, sinon il n'y a plus de nation. Non, l'exception pour Elimbi Lobé devient la règle et c'est une dimension personnelle. Il veut être député dans le Mungo, il veut être élu dans le Mungo en excluant ses frères et sœurs, ses compatriotes camerounais. Et ça, je pense que ça va aller l'explication historique et géopolitique et géographique qu'on a donnée pour que désormais les uns et les autres en soient édifiés et que le débat ne se réduise pas simplement à des questions d'éructation sur les plateaux. Alors, parlons pour terminer un peu de la guéguerre Franck Biya, Chantal Biya. Alors, on va en parler pour se demander s'il faut vraiment en parler. Les fuites médiatiques à ce sujet-là ne visent pas à imposer ces deux personnes comme des acteurs naturels d'une transition qui vient. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Cameroun est un royaume et il est désormais de savoir qui va être le successeur du roi. Alors, la question du royaume est très intéressante de ce point de vue parce que quand on évoque Chantal Biya et quand on évoque Franck Biya de ce point de vue-là, on a affaire effectivement à une situation d'un pays qui s'apparenterait justement, de ce point de vue-là à un royaume. Et donc, moi, je pense que là, on a évoqué souvent dans l'école, ici dans le cadre de décrypter l'Afrique, justement, ces situations-là, il y a le fait que les Camerounais laissent passer. Il y a une permissivité des Camerounais, des conditions permissives parce que les citoyens ont entériné un certain nombre de choses. D'où vient-il que M. Franck Biya soit réputé être le successeur de son père? Où on a vu ça? Insidieusement, on laisse passer ça et on Insidieusement, s'habitue. parce qu'au Gabon, parce qu'au Congo, parce qu'en Guinée équatoriale, ça se passe ainsi. Parce qu'au Tchad. Parce qu'au Tchad, ça s'est consacré et donc c'est devenu quelque chose de naturel. Non, ce n'est pas naturel. Non, Franck Biya n'est pas naturellement un président de la République. Non, Franck Biya n'est pas naturellement un vice-président. Or, on l'a fait intégrer aux Camerounais et aujourd'hui, malheureusement, c'est rentré dans les mœurs et la chronique politique est désormais confinée à cela, alors même que vous avez une personne, Issa Tiroma Bakary, qui a gagné l'élection présidentielle. Vous avez un certain nombre de figures politiques au Cameroun qui sont légitimes à pouvoir se constituer, à pouvoir se mobiliser pour que la question, effectivement, de cette succession qu'on a appelée de gré à gré, je crois que c'est Maurice Kamto qui avait utilisé à juste titre ce mot-là, et puis d'autres qui se sont mobilisés pour cela. Donc je pense que la question de la monarchie, de la dérive monarchique ou clanique du pouvoir est posée, et qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de banal, parce que c'est devenu quelque chose de banal. Il ne faut pas quelque chose de banal, et à suivre cela comme étant effectivement une question... à suivre cela comme étant une question qui soit normale, en fait, on favorise effectivement, on pave la voie à tout ce qui est en train de se passer. On a vu des éléments, bon, pendant la discussion précédente, des photos de Jeanne-Irène Biya, l'ancienne femme de Paul Biya décédé, de Franck Biya et de Paul Biya, puis des photos de Chantal Biya et de sa famille. C'est-à-dire, en gros, on en est réduit à parler des questions d'une famille qui a des histoires, quoi. Voilà, d'une question de famille qui a des histoires, effectivement. Et malheureusement. Le Cameroun mériterait un peu mieux que ça. Merci à toi, Abdelaziz, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir regardé. À mes très chers panafricanistes, voici la fin de notre vidéo. Cette polémique autour des déclarations d'Elimbi Lobé montre à quel point certaines questions restent sensibles dans le débat public camerounais. Entre divergences d'opinion et préoccupations sur la cohésion nationale, les discussions sont loin d'être terminées. Partagez votre analyse dans les commentaires.
Laissez un like si cette vidéo vous a intéressé et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité politique africaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt.